ata Mongala, ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali se na maboko mibale, ozali kaka na les deux leçons principales de l'autocritique. Le mot leçon est un peu brutal, mais c'est parce que en relisant l'autocritique 40 ans après, à l'époque je l'avais lu, j'étais tout jeune, j'étais en terminale, et en le relisant 40 ans après, j'ai trouvé qu'il y a une certaine actualité de cette autocritique. On ne peut conduire l'aventure d'un peuple vers un destin de progrès sans régulièrement se soumettre humblement à une autocritique de son expérience. Car toute action collective est jalonnée d'étapes différentes et complémentaires, régulatrices et contradictoires. Toute étape historique est inévitablement complexe, toujours agie par des pratiques conservatrices ou rétrogrades et d'autres innovantes, les deux se conjuguant selon un certain rapport de force, toujours en mutation. Devant des objets si complexes, toujours si difficiles à saisir, et surtout si difficiles à expliquer, l'acteur politique doit demeurer vigilant, lucide. Cette vigilance et cette lucidité toute relative, il prétendra avoir l'intuition de les puiser dans un sens récurrent de l'autocritique. Là réside sans cesse l'enjeu de son action. Autrement, il peut facilement s'embourber dans les arcanes du despotisme et même pire. L'autocritique politique consiste en un examen ouvert du passé pour réarmer autrement le présent. Le présent ne dicte pas le passé et ne dissout pas le passé. C'est le passé qui est susceptible de faire une grande partie du présent. La manière dont on fixe un rapport au passé influe sur l'activité du présent et préface l'avenir. Si le présent assassine le passé, il ne devient que pure actualité à la volette, incapable de nous conduire nulle part. Si j'ai accepté de participer publiquement à la réflexion sur un ouvrage issu d'un mouvement politique encore frappé d'ostracisme, disons même de diabolisation, c'est pour commencer désormais de me départir intellectuellement des leçons de peur que l'on continue de nous inculquer insidieusement face à notre passé. Au Congo, sonder un certain passé passe pour un interdit. Or, tout genre d'interdit sur les lectures libres et diverses de notre passé, au début de ce 21e siècle qui a déjà consacré le cinquantenaire de notre indépendance tchatcha, nous plongera davantage et sûrement dans un analphabétisme intellectuel meurtrier de l'essentiel de nos concepts de constructeurs. Quelle leçon apprendre de nos jours auprès de l'esprit de l'autocritique du M22? Adopter la posture de la didactique du concept d'autocritique
comme recette qui peut intégrer nos structures mentales pour solliciter chaque fois le rituel de lire notre histoire hors de la langue de bois et de l'obsession bénie que nous avons d'enterrer notre antériorité, pour employer un concept qui est cher à Cheikh Anta Diop. Fonder à toute reprise nos projets sur l'examen dynamique de l'action entreprise par nos prédécesseurs, quelle qu'eût été sa fortune, ne s'encombrer d'aucun tabou pour inventorier les étapes de notre patrimoine historique, œuvre de notre génie national. Cette attitude intellectuelle, à mon avis, constitue la seule patente qui autorise vers la construction d'une nation moderne, débarrassée des préjugés archaïques. Une dernière leçon que je capte dans l'essai critique du M22, c'est le concept de l'unité nationale. Ce mouvement a été, à l'exemple de l'orchestre bantou de la capitale, Bakolomboka, les Diables Rouges de Yaoundé 72, les seuls emblèmes majeurs qui ont construit l'imaginaire de notre unité nationale. Aujourd'hui, comme le signalait déjà l'autocritique à l'époque, la construction de la nation, c'est-à-dire la lutte contre l'égo-ethnicisme, ne se pose pas seulement comme un problème qui domine la sphère politicienne, mais surtout comme la solution globale pour sortir le Congo des paradigmes archaïques. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment. Sans être censuré est déjà une preuve des choses qui bougent ou qui ont bougé dans ce pays. Il est intervenu comme électeur libre, sans appartenir au M22. Moi-même, je n'en fais pas partie. Mais il y a deux choses essentielles qu'il a abordées. C'est le repère au passé et qui est une démarche nécessaire pour construire le présent. Et le second qu'il a abordé, c'est la construction nationale. Saut, puisqu'il a mobilisé des étudiants, des élèves, des militaires et fonctionnaires après l'échec du putsch du 22 février 1972. Quel intérêt de parler d'un tel écrit? Parce que l'analyse esquissée dans cette autocritique sous forme de brochure n'a plus été disponible et que son édition par l'Harmattan offre une occasion de lecture à tous. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que des anciens dirigeants portant un regard critique sur leur passé, jugé contre-performant, proclament leur rupture d'avec un parti qu'ils ont créé eux-mêmes pour envisager ensuite de nouvelles perspectives de lutte. L'échec militaire du Mali, qui se voulait le centre d'impulsion du combat de libération du Congo, a sonné, de mon point de vue, à la suite des assassinats des auteurs de l'autocritique, la fin de la gauche révolutionnaire, qui avait fait de la rupture d'avec le parti unique au pouvoir la condition nécessaire pour atteindre l'indépendance. Il est important
revisiter notre histoire commune, surtout celle des combats qui ont permis des avancées significatives sur la prise de conscience, à savoir que le Congo était dominé par des puissances étrangères, donc ne pouvait nullement construire le progrès pour le plus grand nombre. Il nous faut nous réconcilier avec notre passé. Car depuis André Matsua, et surtout après les 13, 14 et 15 1963, le Congo s'était mis sur une trajectoire de progrès, car nous étions fiers de nous-mêmes, même si l'on peut relever des limites dans nos actions, des imperfections, voire même des crimes. Le journal des dépêches de Brazzaville nous rappelle des cérémonies organisées au Sénat français sur la traite des nègres, la route des esclaves, et au Congo, où furent arrachés de milliers de gens depuis la côte de Luango pour l'Amérique. On célèbre Pierre Savoyon de Brazza, celui même qui reçut du roi Téké une terre pour construire une station scientifique qu'on n'a jamais vue et un port de commerce. Mais à partir d'un fois, Brazza organisa la conquête armée du pays en instaurant un régime de pillage dont nous ne sommes pas libérés. Cette année, je l'ai oublié sur ma table, le travail, un ouvrage édité par Paris, intitulé Fulbert et Loulou et le projet de parti unique, apporte des précisions historiques sur un projet mort-né, même s'il fut adopté par le Parlement. Pourquoi serait-il exclu de parler d'autocritique? Pourquoi parler d'autocritique? Pour limiter les falsifications dont notre pays est champion, dans les méthodes de lavage de cerveau, donc de la mémoire, et il est utile de se référer aux textes et non aux ragots diffusés sur l'autocritique. La conférence nationale souveraine de 1991 a fait le procès du régime d'alors et a évacué tout, et le bébé et l'eau sale. On n'a rien capitalisé de cette volonté de se libérer amorcée sous le régime de Massamba Deba, avec la création des entreprises d'État et le contrôle des leviers essentiels de l'État. Alors que la littérature avait permis une prise de conscience extraordinaire, à savoir que les Congolais ont eu conscience que la voie du libéralisme qui leur a été imposée a enrayé le café et le cacao dans la Sangha et dans l'Ikwala et pour briser des milliers de gens. Il faut rappeler que le libéralisme devenu le mot d'ordre de l'Europe et du Congo est celui du chômage, de la précarité et des souffrances immenses. En Afrique, le libéralisme a inauguré des régimes de kleptocrates, car un dirigeant politique qui gagne 3 millions de francs CFA par mois peut acquérir un hôtel particulier en France, un parc automobile de 5 ou 10 voitures, des propriétés partout dans son village et dans le pays. L'impérialisme n'agit et ne pille qu'avec la complicité des nationaux auxquels il distribue des cadeaux. C'est là que, dans le texte d'autocritique, apparaît une analyse pertinente, désignée par une expression un peu barbare qu'on appelle l'obumétrie, à savoir autour du chef de l'exécutif se constitue un noyau, une poignée d'individus de même espace ethno-régional et qui comprend des éléments de la force publique et hauts fonctionnaires et qui font des ressources du pays leur bien personnel. Le lieutenant Ange Diawara aborde cette question, lui et ses compagnons auteurs de ce texte. Ils écrivent par ailleurs
que chaque compatriote congolais lise et se détermine en apportant sa contribution. Et l'analyse en partant du fait que tant que l'appareil d'État néocolonialiste reste debout, il n'y aura aucun espoir. Ils invitaient à apporter des contributions. Ce débat pourrait aboutir à des contributions qui feront enrichir l'analyse sur l'état du Congo et voies de sa libération. Ce texte a été écrit dans les années 1970, à l'époque des révolutions, où les luttes armées étaient nombreuses en Afrique. Et on prenait des armes pour son indépendance. L'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Le Congo a enrayé le concept de gauche révolutionnaire et de plus en plus fait dans la confusion. Nous allons revenir dessus et nous allons demander à Jean Batantou, qui est à ma gauche, de nous donner la substance de l'autocritique avant que nous rentrions dans le livre. Je vous remercie. Autocritique du M22, le mouvement révolutionnaire du 22 février 1972 au Congo-Brazzaville. Le livre, ainsi intitulé et sous-titré, comme on venait de le dire, est paru récemment aux éditions L'Harmattan à Paris. On l'a dit, il est signé de Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakekolo et Jean-Pierre Oluka. Ce livre comprend 6 parties. Exactement 6 textes, dont le texte autocritique du M22, écrit par les 4 auteurs eux-mêmes dans la période entre février et avril, et il commence à circuler à partir de mai 1972. Il est écrit au maquis de Gomatete. Mon propos donc sera centré sur ce texte principal, qui est l'autocritique du M22. C'est pour en faciliter la compréhension que les 5 autres textes que vous verrez dans ce livre ont été rédigés. Ils ont été rédigés au moment de la publication du livre par le collectif des amis et sympathisants du M22, dont plusieurs éléments de l'association dont venait de parler Alex. Et certains textes avaient été écrits dès 1973 par le GIC, le groupe Information Congo, ayant regroupé des militants en France pour soutenir les victimes de la répression liée aux événements du 22 février 1972 et la répression liée aux événements de mars-avril 1973. Avant son édition actuelle, le texte autocritique du M22, ainsi qu'on l'a dit, a circulé pendant 40 ans sous le manteau au Congo et un peu moins sur le manteau à l'étranger. L'autocritique du M22 est un regard très critique sur le parcours d'un groupe de militants considérés comme les meilleurs défenseurs des idéaux du mouvement Tout 63. Classés ainsi dans le camp de la Révolution, ils ont fini, paradoxalement, par accomplir, et je cite Ange, une chaîne de faux actes et de mouvements meurtriers pour la Révolution. Ainsi, grâce en partie, l'échec du putsch du 22 février 1970 arrive, et cet échec est suivi par un changement radical d'analyse et de ligne exprimé dans le texte autocritique du M22. Pour
se situant dans le cadre du changement révolutionnaire au Congo, ce texte aborde deux points principaux. La question de l'organisation des révolutionnaires et celle de l'appareil d'État. La pratique menée par nos groupes de militants révolutionnaires, ou se disant tels, est critiquée dans le texte à la lumière des expériences de révolution dans le monde et surtout des capitalisations qui en ont été faites par des penseurs, on les connaît, tels que Marx, Lénine et bien d'autres. L'exposé que je ferai suit le plan du texte lui-même, le texte autocritique. Donc je parlerai d'abord de la question de l'organisation des révolutionnaires, puis celle de l'appareil d'État. Et j'en parlerai, bien sûr, selon Ange Diawara et ses trois autres camarades. La question de l'organisation. Dans une dynamique de changement révolutionnaire, le lien devrait être impératif entre lutte politique, lutte économique et lutte théorique. Ange Diawara et camarades ont rappelé l'importance de la lutte théorique qui seule aide à comprendre les relations internes et occultes des choses et des phénomènes. C'est la nécessité de mener cette lutte théorique qui donne sa signification profonde à l'organisation des révolutionnaires, dont la tâche est d'apporter la conscience de leurs intérêts objectifs aux classes et couches populaires. Cette organisation doit réaliser la connexion entre le mouvement des masses et la lutte théorique, entre la spontanéité des masses et le travail politique. C'est ainsi que nos auteurs ont avancé dans le texte que sans organisation des révolutionnaires capables de lier la théorie révolutionnaire et le mouvement de masse, pas de mouvement révolutionnaire. Quand l'organisation ne parvient pas à construire une liaison étroite avec le peuple, on voit apparaître de nombreux travers, dont certains, vous en reconnaîtrez, sont le culte de la spontanéité des masses, qui limite la lutte au seul champ des revendications corporatistes. Le terrorisme individuel ou de groupe, qui est l'expression de la spontanéité chez les militants coupés du peuple. Le substitutisme, penser et agir en lieu et place du peuple. Certaines des manifestations concrètes du substitutisme sont le subjectivisme, le volontarisme, le putschisme. L'occidentalisme, ou état d'esprit consécutif à la persistance de la colonisation mentale et à l'aliénation culturelle. Chez nous, en août 1963, Ange Diawara et compagnons observent que le mouvement spontané des masses avait pris de l'avance sur la lutte théorique. L'insurrection populaire se produisit, mais elle n'était pas le résultat du travail des révolutionnaires. La raison de cette absence de jonction entre le mouvement de masse et le travail révolutionnaire est à chercher dans l'âge même de la lutte théorique en 1963. Pourtant, à cette époque-là, un petit nombre de camarades d'alors s'organisaient dans différents cercles, dans différents groupes. Mais ces groupes et cercles, finirent par devenir clandestins du fait de la chasse aux sorcières sous le régime gaulliste. À l'avènement donc des journées d'août 63, on constate que chaque groupe fonctionnait à part. Les auteurs du texte notent donc, en 63, l'absence d'une organisation des révolutionnaires largement liée aux masses. Une telle organisation aurait pu préparer à une insurrection populaire capable de remettre en cause les structures fondamentales de la société congolaise. En 1964, au congrès du MNR, sous l'instigation
de quelques marxistes congressistes, surtout les étudiants venus de France, on proclame le socialisme comme but à atteindre. Une telle manière d'agir découlait-elle d'une ligne juste? Se demandent les auteurs du texte autocritique de M22. Leur réponse: nous, qui disions oui hier, reconnaissons aujourd'hui que c'était une erreur et nous répondons non. De tels faux actes se sont multipliés par la suite, notamment avec la création du PCT en décembre 1969. Dans la conclusion de la partie consacrée à l'organisation, les auteurs écrivent, ils sont en 1972. Depuis 1963, les éléments qui se prétendent révolutionnaires ont participé au pouvoir. Le bilan est plutôt positif pour la réaction. Et il s'ajoutait que certains de ces éléments qui avaient aussi compris l'impossibilité de mener la lutte de libération nationale avec un PCT dont les structures et les méthodes leur liaient les mains, les condamnant à subir la loi des groupes et du groupe Lissouba, ont intégré l'appareil d'État. Il devait Premier ministre ici et ministre là. Et lui-même, Ange Gaora, aussi ministre. Ces intellectuels ont pratiqué l'intériorité au sein de l'appareil d'État néocolonial et tribaliste. Dans ce cas, il y a impossibilité de détruire cet appareil parce qu'on est dedans, et en y étant, on s'en sert, c'est-à-dire on le reproduit, on le consolide. L'État congolais, comme beaucoup d'autres issus de la colonisation, ne repose pas sur des bases économiques solides, ni sur des capacités d'autoreproduction liées à la richesse agricole, industrielle et commerciale. C'est un État rentier, c'est-à-dire que l'essentiel de ses revenus proviennent de l'extraction d'une ressource naturelle destinée principalement à l'exportation. On le sait, jusqu'au milieu des années 70, c'était le bois, et depuis, c'est le pétrole. N'ayant donc pas un cycle intérieur de richesse, notre pays est livré via la classe dirigeante aux superpuissances économiques et aux usuriers de la planète. En effet, on sait que le surplus des richesses créées au Congo n'est pas réintroduit pour l'essentiel dans le circuit économique du pays. Il est pompé et passe les frontières par divers moyens et multiples formes, parmi lesquels on peut citer le rapatriement des produits bruts des filiales des multinationales, l'échange inégal, les fonds détournés et placés dans les paradis bancaires et fiscaux par les élites locales corrompues, le remboursement d'une dette qui n'engendre en grande partie que des éléphants blancs, c'est-à-dire des projets faramineux qui ne voient guère le jour, ou des réalisations qui ont coûté très cher, mais d'utilité sociale et de rentabilité économique faible. Le pouvoir d'État au Congo est souvent un dosage de représentants des tendances politico-ethniques sous la domination d'une seule tendance. Cette tendance hégémonique dans le pouvoir d'État constitue ce que Ange appelait l'opiumétrie. On en a parlé. Oligarchie bureaucratico-militaro-tribaliste. C'est elle qui contrôle sans partage les centres de la conservation du pouvoir, de la circulation de la rente étatique, de la division sociale dans les corps d'armée, les départements ministériels, les grandes entreprises, l'appareil syndical, etc. On sait que l'opiumétrie défend ainsi les intérêts propres de ses membres, mais il le fait sous le prétexte de défendre les intérêts d'une ethnie ou d'un groupe d'ethnies. On sait par ailleurs que le clan dominant dans le pouvoir d'État est soutenu par des réseaux obscurs de corrupteurs et de policiers véreux des pays occidentaux. Ces réseaux ont savamment mis en place
des circuits de prélèvement des diverses commissions illicites sur nos richesses pour alimenter dans les paradis fiscaux et bancaires les comptes des partis ou hommes politiques des riches États occidentaux. Ainsi, on le voit, les deux principaux piliers du pouvoir d'État au Congo sont l'impérialisme et le tribalisme. Je vous remercie. Je vais résumer brièvement pour laisser la possibilité à tout un chacun d'intervenir. Au préalable, il convient, en une occasion aussi rare et solennelle, de faire le distinguo entre deux notions. Le 22 février et le M22. Le M22, commençons d'abord par le commencement. Le 22 février, c'est nous, c'est moi. Les gens qui ont tenté de renverser le pouvoir par un putsch militaire. On ne va pas rentrer dans les circonstances de ça. Tandis que le M22 est un mouvement qui s'est constitué à partir de l'autocritique de Ange Diawara. C'est-à-dire que lui et ses compagnons analysent non seulement le parcours de la révolution congolaise, ses imperfections, les questions d'organisation, les questions des groupes d'intérêt à l'intérieur, mais encore, il débouche sur la critique de leur propre conduite dans l'appareil d'État du PCT, du gouvernement à l'époque. Et c'est à partir de cette analyse-là que les jeunes, les lycéens, comme lui à l'époque, les jeunes militaires, se sont engagés à savoir que le maquis s'est constitué comme le noyau dirigeant de la lutte. Et nous savons ce qui est arrivé. Autre chose que je voudrais reprendre ici, je vous ai parlé du distinguo entre le 22 février et le M22. Dans le M22, il n'y avait pas de grands fonctionnaires. Hein. C'était des jeunes qui allaient au maquis et qui, pendant un an, ont tenu la dragée haute au pouvoir du président Ouabi, parce qu'ils étaient insaisissables, ils étaient organisés, mais ils ont échoué. Tout à l'heure, on a entendu des sons, c'est-à-dire des mots qui peuvent paraître un peu comme vraiment archaïques. La lutte, la révolution, la violence, des termes qui, il faut les placer dans leur contexte de 1972. Parce qu'à l'époque, le marxisme était le guide qui éclairait les luttes des peuples. C'est la raison pour laquelle on peut dire, on a beaucoup à dire sur cette analyse. Mais vous avez beaucoup à dire sur cette analyse, pourquoi? Parce que quand vous lisez ce autocritique, il demande aux uns et aux autres qui auront lu de redresser le bâton
dans un sens ou dans un autre après la lecture. Donc, Ange Diawara et ses compagnons attendaient des contributions sur cette analyse. Et quand vous lirez ce texte, il est écrit à la fin, attendez que je me retrouve, il parle que il annonce que il allait produire des textes sur le noyau clandestin et sur le Front uni anti-impérialiste. Ces textes-là ne sont jamais parus. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une œuvre inachevée qui attend des contributions. Mais je vais aller plus loin. Je dis que ces textes-là a été éclairés par la théorie marxiste qui était en vogue à l'époque. Matondo, dans son propos, a parlé d'actualité de l'autocritique. Posons-nous la question. Marx, est-ce qu'il est dépassé comme outil d'investigation intellectuelle pour analyser les faits sociaux? Ça, c'est une question. J'ai, chez moi, emmagasiné une grande littérature sur les économistes d'Occident lors de la crise de 2008 qui a secoué l'Europe. Ils se sont dit, mais il y a un auteur qui a écrit sur le capital, c'est Marx. Est-ce que ce n'est pas dans Marx qu'on pourra trouver des éclairages sur notre crise actuelle? C'est-à-dire qu'en Occident, ils pensent que les études de Marx peuvent les éclairer sur les ravages du grand capital. Donc, nous pouvons peut-être, dans une certaine mesure, envisager d'utiliser cet instrument pour étudier notre expérience congolaise. Ensuite, on a parlé bien sûr de la lutte armée, mais nous sommes maintenant un État avec des partis politiques. On ne peut pas proclamer sur la place publique que pour aller au progrès, il faut prendre des armes. Mais il y a un problème qui est soulevé à l'intérieur de ce texte. C'est qu'on dit le Congo n'est pas du tout un État libéré. C'est-à-dire qu'il ne contrôle pas son économie. Si Ange Diawara le dit et parle d'impérialisme dominant, est-ce que c'est une analyse dépassée? Ensuite, nous avons cette affaire des partis politiques. On ne parle plus de révolution, ni de gauche. Mais regardons un peu ce qui se passe en France actuellement. Hollande est rentré dans la veste d'un appareil qui a été fait. Il est rentré à l'Élysée, il a fait comme font tous les autres présidents. Il ne vient pas opérer des changements, même s'il dit qu'il y a des changements. Mais vous voyez que le protocole et tout de la démarche qui a été amorcée jusqu'à présent montre qu'il rentre dans une structure déjà préparée. Et ici,
L'interrogation est celle-ci. Ceux qui pensent être des gens d'une grande honnêteté et qui par ailleurs regardent gérer d'un œil critique et qui se disent « Moi, je vais entrer dedans, je vais changer ». Ange Gawara dit « Lorsqu'on fait l'entrisme, on entre dans ce système, on se fait bouffer et on fait comme tout le monde. » Nous allons terminer notre interrogation sur la fragilité de l'État et de son économie. L'appareil d'État néocolonial. On a dit tout à l'heure que ce qu'on appelle le Haut-Dimitri, c'est un peu barbare hein, comme terminologie. Il faudra peut-être un jour essayer de trouver autre chose que de dire Haut-Dimitri. Mais il résume ça de la manière suivante. L'État est confisqué par un groupe d'individus restreints. Et là, il analyse la situation du régime de Ouabi. Ça se passe en 72. Il est dit, ce groupe est agrégé, est autour du chef de l'État et comprend des officiers, des civils, mais en général ils sont tous du même espace ethno-régional. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent le pays, mais ils ne le gèrent pas pour l'intérêt du plus. Voilà un ensemble de questions qui pourraient donc alimenter notre débat, qui sortent donc de l'exposé autocritique M22, et je vais vous donner la parole. Ata Mongala, ata Mokongo. Ozali kaka na monoko moko, ozali sena maboko mibale, ozali kaka na makolo mibale. Bamema koko na yo na boumbu na masuwa ya mai.